La TVT au cœur de l'information. Merci de nous rester fidèles sur la télévision togolaise. C'est l'heure du journal de la mi-journée. Bienvenue à tous. À la une de ce journal, la présidentielle au Togo, nous sommes au jour J-9. La Cour constitutionnelle fait ses derniers réglages. Une formation est ouverte ce jeudi à l'attention des délégués de l'institution en charge de la proclamation définitive des résultats à suivre en début du journal. Et nous irons dans les savanes où se déroule déjà la phase régionale de la 3e édition de détection de jeunes talents graines du Togo. 280 jeunes filles comme garçons ont été soumis à un test. Les meilleurs vont être retenus pour la phase nationale. Voilà pour le sommet. Nous sommes dans le 13h. Bienvenue. Dans exactement 9 jours, les Togolais iront aux urnes pour élire celui qui présidera aux destinées du Togo dans les 5 prochaines années. 400 délégués de la Cour constitutionnelle se forment depuis ce matin sur les principes directeurs de l'action de délégués organisée en partenariat avec le PNUD. La formation vise à donner à cette institution des éléments de contrôle de la régulation, de la régularité du scrutin. Augustin Kossi. La Cour constitutionnelle forme ses délégués pour mieux observer le scrutin présidentiel du 22 février. Ils sont venus de la partie méridionale du pays, la région maritime et plateau-ouest. Le président de la haute juridiction, Abdou Assouma, va d'abord circonscrire le sujet. Il rappelle les principes directeurs d'un observateur de la Cour. Une bonne connaissance de la Constitution, du code électoral et des documents et accessoires d'un bureau de vote est une garantie pour une observation impartiale et objective d'un délégué. Plus de 400 se prêtent à cet exercice à Lomé et Akara. La Cour constitutionnelle se donne ainsi des éléments nécessaires pour un règlement efficace d'un éventuel contentieux électoral. Nous voulons que les élections soient loyales, sincères, très transparentes. L'article 104 alinéa 2 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est juge de la régularité des consultations référendaires des élections législatives sénatoriales. Pour éviter ces litiges, il faudrait que nous formions les délégués. Et les délégués sont l'œil et les oreilles de la Cour dans les différents centres de vote, dans les différents bureaux de vote. Et pour nous, des délégués, ce sont des gens sérieux, des gens sur le plan intrinsèque, ce sont des gens bien. Ils sont là pour voir comment se déroulent les élections, le processus électoral. Mais ensuite, c'est pour relever les distorsions, les entourloupettes, tout ce qui peut se passer comme irrégularité. Mais c'est lui seul qui note. Tout cela va constituer des dossiers quand, par exemple, il y aura des contestations que nous allons faire sortir pour voir si effectivement cela est conforme à ce que les délégués ou bien les partis politiques ont dit. En dehors de ça, l'article 92 du Code électoral. Voilà des aspects sur lesquels nous allons former les délégués. Les observateurs ici réunis constituent le deuxième groupe. La formation se déroule simultanément avec le premier groupe Akara. Une fois formés, ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire le jour du scrutin. Et hier déjà, pour un scrutin crédible, transparent et apaisé, le groupe des 5 était à la CENI, Commission électorale nationale et indépendante. Le groupe des ambassadeurs a pu constater les préparatifs qui vont d'ailleurs bon train. Kamé Madiakapo pour les précisions. Depuis le 6 février dernier, le Togo vit au rythme de la campagne électorale. Les Togolais sont appelés aux urnes le 22 février prochain pour la présidentielle. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les préparatifs vont bon train. Le groupe des 5, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne et le système des Nations unies prennent ici connaissance de l'évolution des activités au niveau de la CENI. Nous avons eu l'opportunité, après avoir rencontré les candidats, après avoir rencontré les institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ainsi que le gouvernement, nous avons donc eu l'occasion de partager avec la
la CENI les différentes impressions que nous avons eues au cours de tous ces entretiens. Et la CENI nous a fait l'état de préparation des élections et nous a fait part des dispositions qui sont prises pour assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous avons eu l'occasion, par exemple, d'apprendre de la CENI que les résultats des bureaux de vote seront affichés dans les bureaux de vote et que tout citoyen pourra les consulter. Nous avons eu l'occasion également de voir que les rapports ou les procès-verbaux des bureaux de vote seront disponibles en nombre suffisant dans les bureaux de vote afin que les représentants des candidats puissent avoir accès à ces procès-verbaux et à ces résultats. C'est une compétition électorale qui, pour la première fois au Togo, depuis l'avènement de la démocratie, va se jouer à 2 tours. Le groupe des 5 se dit convaincu que l'élection se déroulera dans un climat apaisé et en toute transparence. La CENI est en train de faire énormément d'efforts pour s'assurer que le scrutin ait lieu de façon telle que souhaitée par les différents acteurs le 22 février. Nous ne pouvons que souhaiter que ce scrutin se déroule dans la paix et dans la transparence telle que le prévoient les dispositions légales de la République du Togo. Pour la première fois, la diaspora togolaise pourra voter pour élire le président de la République. Entre meetings porte-à-porte et débats télévisés, chaque candidat est à l'œuvre pour vendre son programme de société et convaincre le plus grand nombre d'électeurs au soir du premier tour. Avant de fermer la page des élections, de l'élection présidentielle dans cette édition, je vous donne lecture de ce communiqué de la CENI, communiqué relatif au vote par anticipation et modalité de son dépouillement. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les parties prenantes au processus électoral que conformément à l'article 117 du Code électoral, les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mercredi 19 février 2020 dans 246 bureaux de vote relevant de 50 centres de vote à travers le territoire national. Les bureaux de vote s'ouvriront à 7 h et se fermeront à 16 h. Le président de la CENI tient à rappeler aux membres de chaque bureau de vote qu'ils doivent, à l'ouverture du scrutin, observer les mesures suivantes. Présenter l'urne vide aux électeurs et aux délégués des candidats présents. Faire fermer l'urne par le président du bureau de vote qui y appose les scellés sur les 4 côtés de celle-ci. Faire relever les codes des scellés par le rapporteur qui n'est pas de la même sensibilité que le président du bureau de vote. Transcrire les codes des scellés au procès verbal. En outre, à la clôture du vote par anticipation, il n'est pas procédé au dépouillement. Les dispositions suivantes doivent être prises par les membres du bureau de vote. Fermer l'ouverture de l'urne permettant d'introduire les bulletins de vote en y apposant un 5e scellé dont le code est également relevé et transcrit au PV du BV. Convoyer l'urne et les enveloppes scellées contenant notamment la liste d'émargement au siège de la Commission électorale locale indépendante CELI pour être placées à un endroit sécurisé par le président de la CELI. Le jour du scrutin, dans le courant de l'après-midi avant la fin du vote général, les membres de la CELI ramènent au bureau de vote sous escorte l'urne scellée. Constat, en effet, par les mêmes membres du bureau de vote qui, précédemment, avaient relevé les codes des 10 scellés le jour du vote par anticipation. Avant le début du dépouillement du vote général, les scellés de l'urne ayant servi au vote par anticipation sont brisés et son contenu mélangé avec celui de l'urne du vote général. L'ensemble des bulletins sont alors dépouillés et les résultats traités conformément aux dispositions du Code électoral. Signé Tchabakou Ayassor, président de la CENI.
vers la création d'un réseau de collecte d'informations d'intérêt maritime. La préfecture maritime pose les premiers pas à cet effet. Elle va en guerre contre l'insécurité sur la mer, l'insalubrité des plages et l'occupation anarchique du littoral, entre autres. À Ného, dans les lacs, l'heure était à la sensibilisation. La Covid-19, le coronavirus, était au cœur des échanges également. Gérard Lagoudjou nous en dit davantage. À Ného, ville côtière et chef-lieu de la préfecture des lacs. Vu sa position géographique par rapport à la mer, la coordination de l'action de l'État en mer veut impliquer les riverains dans la gestion des affaires maritimes. Avec les chefs traditionnels, les comités de développement de quartier CDQ, les comités villageois de développement CVD, les associations des pêcheurs et les riverains, le préfet maritime a abordé plusieurs thématiques. La sécurité maritime, la salubrité des plages, l'occupation anarchique du littoral et la création d'un réseau de collecte d'informations d'intérêt maritime. Étant actrice de pêche, nous sommes dans l'ignorance de certaines choses. Et le préfet maritime nous a entretenus en étant en coopérative. L'État peut apporter son appui, autant financier que matériel, que la page qu'on a ouverte aujourd'hui ne soit pas fermée et que les portes nous soient grandement ouvertes parce que nous avons beaucoup de choses à faire pour rentrer dans la mise en œuvre du plan de développement qui est un axe capital. Les conclusions de ces travaux seront utilisées à bon escient et d'ailleurs cela a été suivi immédiatement d'une séance de travail entre les pêcheurs et nous avec l'aide d'un conseiller pour qu'on réfléchisse ensemble sur la mise en œuvre sans délai des conclusions de cet atelier. Autre sujet d'actualité abordé, les mesures préventives contre le coronavirus ou encore Covid-19. L'épidémie a déjà fait 1113 morts et plus de 44 000 personnes contaminées en Chine. Le Togo renforce ses points stratégiques, bien qu'aucun cas de la maladie n'est détecté en Afrique. Le Togo est une nation aujourd'hui maritime où les plus grands navires du monde, les plus modernes, accostent à Lomé. Et donc, c'est le seul port en eau profonde. Et donc, nous devons assurer la sécurité de ces navires qui viennent chez nous. Il y a une centaine par jour, avec un grand nombre d'équipages à bord. Et il y a des pêcheurs qui vont monter sur des bateaux. Et ces bateaux, peut-être, ils viennent de partout. Donc, de prendre des précautions pour que, si des gens vont à bord, qu'ils puissent, au retour, voir les services de santé, car le ministère de la Santé a mis toutes les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, le coronavirus. 3 stations météo marines seront implantées sur le littoral pour fournir des informations en temps réel aux riverains des plages Akodjoviakopé, Sarakawa et Kbeme. Et vous l'avez suivi, les populations des lacs ont été donc sensibilisées sur le Covid-19 ou le coronavirus, ce virus qui fait des milliers de morts déjà en Chine. Nous poursuivons cette édition avec la décentralisation et la gestion du système éducatif togolais, le sujet qui s'invite à l'université de Lomé. Les étudiants anciens de l'éducation ont été entretenus sur le sujet donc à travers une conférence débat, une initiative pour leur permettre d'être en phase avec les réalités du terrain. Medina Salami. Comme le veut bien le système LMD, l'Institut national des sciences de l'éducation lie la théorie à la pratique. Ici, les étudiants échangent avec les acteurs du monde éducatif pour s'imprégner des réalités du terrain. Ce partage d'expériences est axé sur la décentralisation et gestion du système éducatif, thème qui a permis de comprendre comment les communes vont gérer à leur niveau l'éducation. Et c'est important pour nous de discuter de ces questions pour que chacun sache désormais ce qui est fait au niveau central et ce qui est fait au niveau communal. Donc à côté des enseignements théoriques que les étudiants reçoivent en administration scolaire, en gestion des systèmes éducatifs, nous avons pensé très utile qu'ils puissent entrer en contact avec ceux qui sont tout le temps sur le terrain en vue de renforcer les acquis théoriques. Une conférence jugée capitale pour ces futurs enseignants et formateurs.
spécialement pour ceux qui sont formés dans la spécialité des sciences de l'éducation et de la formation, qui demain sont appelés à réfléchir sur les questions de la gestion de l'éducation en termes d'équité, en termes de qualité et en termes d'accès. Je pense que ça leur permettra de pouvoir comprendre d'abord les fondements de l'éducation, les objectifs de l'éducation. Cette rencontre d'échange sera désormais régulière avec la collaboration de la coalition togolaise pour l'éducation pour tous. Objectif, former des jeunes formateurs et enseignants compétents et aguerris. Pendant ce temps, sur le terrain, dans la région centrale, les organisations non gouvernementales apportent leurs expertises dans la structuration des CVD au comité villageois de développement, une démarche pour les amener à bien cerner la notion de la décentralisation pour une synergie d'action en faveur du développement des communautés. Désiré Aloye. Dans le contexte de la décentralisation, des projets à l'instar de celui de la mise des plateformes des CVD de la région centrale pour appuyer le processus. L'ONG CASAD, Centre d'action pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la valorisation des ressources, se propose d'apporter son concours pour la mobilisation sociale communautaire au travers des CVD. Objectif, travailler à connaître réellement leur rôle. Motivation des populations, renforcement des capacités et la mobilisation des ressources financières, terme du projet. La mise en place des plateformes des CCD de la région centrale dans le contexte de décentralisation est un projet soutenu par l'Union européenne à travers le POSEMA qui vise en fait à créer la synergie à travers les organisations de développement à la base, notamment les CVD, et dans un contexte de décentralisation. Et donc pour nous, dans ce projet, nous avons d'abord pensé qu'il est important de faire un diagnostic participatif pour pouvoir voir quelles sont les faiblesses et les forces de ces organisations de base. Ensuite, mettre en place des réseaux, des plateformes au niveau de chaque préfecture de la région centrale, et de mettre en place également un réseau régional. L'ONG CASAD projette mettre ensemble les CCD des 5 préfectures de la région centrale pour échange d'expériences, développer une synergie afin de mieux agir dans les communautés. Et on en vient à ce programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le PPAO, c'est son nom, un outil unanimement défini par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui apporte des solutions dans le secteur agricole au Togo. Beaucoup le reconnaissent, les producteurs en l'occurrence. L'agriculture togolaise se transforme de plus en plus grâce à cet outil. Suivez. Les paysans ont retrouvé le goût pour la culture du riz. Sous l'arbre à palabres, ils approfondissent leurs connaissances à travers un champ école agricole avec l'aide de techniciens agricoles. Avec le champ école, c'est encore 2-3 fois mieux que les réunions de sensibilisation qu'on faisait auparavant, où on diffuse les techniques sans démontrer et le producteur aussi n'applique pas des fois. Donc avec le champ école, par exemple pour le maïs, les producteurs arrivent maintenant à exploiter les parcelles qui étaient abandonnées à cause du triga, où maintenant ils réussissent en maïs et ils le récoltent. Ici, par exemple pour le repiquage du riz, ils semaient en bouquet et en grand nombre de graines et pour récolter peu, sans maîtrise d'eau, sans application de matière organique. Avec le série, je crois que je vois que c'est une grande école, même si la participation n'est pas grande là. La technique est utilisée par le petit nombre là arrive à gagner, c'est-à-dire à informer d'autres producteurs dans le village et ça passe mieux que la sensibilisation simple. Les techniques apprises sont appliquées directement dans les champs. Résultat, l'année passée, j'ai fait sur la même surface, j'ai gagné des tonnes. Ça là, je ne peux pas. C'était miraculeux. On dirait que c'était la magie. Donc, on ne pensait même pas qu'un seul plan peut s'étaler et donner beaucoup comme ça. Franchement, pour dire la vérité, l'année passée, on est venu nous acheter. Avant, les bonnes femmes venaient mesurer, on amenait ça au marché. Mais comme le rendement c'était bon et le riz était un bon riz sélectionné, le riz parfumé,
c'est DAP Niamtougou qui est venu nous acheter sur kilo. Le kilo était à 145 francs. Franchement, j'avais gagné plus de 600 000. J'ai construit, j'ai acheté un moulin à maïs qui est en train de fonctionner. Donc franchement, avant tu pouvais faire des hectares, tu ne gagnes rien. Les produits issus de ces champs sont soit commercialisés, soit transformés sur place. Dans les plateaux, les femmes vaillantes d'Anier, comme on les appelle, peuvent désormais mieux gérer leur mini-entreprise agricole. La fabrication du riz étuvé, c'est leur principal job. Avant que le soutien n'arrive, on faisait le riz comme nos parents le faisaient. Nous prenons le riz en même temps, sans vanner, mettre dans l'eau pour passer à la pré-cuisson. Donc on le faisait comme ça. Et après nous avons passé au décantage. Donc quand on le faisait comme ça, nous avons eu à bénéficier d'une formation de PPA aussi, qui nous a formés sur les bonnes pratiques de l'hygiène pour le riz. Après aussi, nous avons l'ITRA aussi nous a formés. Donc c'est en ça que nous avons commencé par décanter et enlever les cailloux. Mais pour l'étuvage, avant aussi, on mettait l'eau, un peu d'eau dans la marmite, où on mettait directement le riz dans la marmite. Donc le riz était en même temps en contact avec une petite quantité d'eau dans la marmite. Donc après la cuisson, c'est ça qui nous faisait perdre le riz, parce que jusqu'à ce que le riz ne soit cuit, celui qui est en contact avec de l'eau en bas, lui devient de la pâte. Et ça nous fait une perte. Mais avec le tuvage, il n'y a aucune perte. Et nous avons aussi un gain de temps, parce que ça ne nous prend pas du temps avec le tuvage du riz. Et le riz aussi est encore plus propre qu'avant. Ici, le riz paddy subit plusieurs étapes de transformation avant d'être ensaché et prêt pour la commercialisation. Des appuis multiformes du PPA au Togo leur ont permis de s'imposer dans le milieu. Autre spéculation, le soja. Ces dernières années, le développement de cette filière gagne du terrain, en l'occurrence dans les plateaux. Dans cette ferme, l'étendue des champs que voici traduit l'engouement autour de cette légumineuse. L'introduction de l'inoculum de soja, un intrant à base des produits naturels développés grâce au soutien de ce programme PPA au Togo, a connu une amélioration significative, comme nous le confirme ce producteur. Voici ma parcelle inoculée et j'ai inoculé ça. C'est pourquoi encore c'est vert. Sinon, déjà le cycle, normalement, ça devait déjà perdre les feuilles. Bon, mais comme il y a inoculum dedans, d'abord ça a gardé l'humidité, ça a fertilisé le sol, ça a fait que la plante ne perde pas vite ses feuilles, même que s'il a la sécheresse. Et aussi, ça a donné beaucoup de gousses. Si vous pouvez voir, ici là par exemple, vous voyez, ça a donné beaucoup de gousses. Et les graines là aussi, quand vous voyez ça, elles sont grosses. Ce n'est pas petit. Donc tout ça là, c'est l'effet de l'inoculum. Les produits sont développés à partir de cette structure d'organisation non gouvernementale AGID. Depuis des années déjà, elle accompagne les producteurs. Le dernier produit, c'est Batigro. Ce produit a intéressé particulièrement le PPAO dans sa relation avec les producteurs de soja. Donc ce produit est testé sur le terrain. Les producteurs l'ont trouvé vraiment intéressant. C'est dans ce sens que PPAO est intervenu cette année pour subventionner le coût de ce produit aux producteurs. Donc ça coûte chez nous ici à 2000 francs. Donc PPAO a acquis ça et l'a redonné aux producteurs à 500 francs. Et c'est une façon de les aider à acquérir ça facilement et à travailler pour un meilleur rendement. Et les productions s'expriment désormais en tonnage. Pour bien les conserver, le programme met à la disposition des producteurs des sacs pics.
Ils sont conçus pour conserver aussi longtemps que possible les récoltes. Avec le produit phosphatique, ça avait tué et ça menait beaucoup de dégâts sur la santé à la population. Mais avec le sac PIS, nous mangeons à tout au moment que nous voulons. Et à part qu'on a stocké, il faut faire 1 an, il faut faire 6 ans avant de la consommer. Avec sac PIS, en matière de santé, c'est ça qui me plaît plus. Côté économique aussi, c'est avantageux. Et seulement ce qui est le problème, dès maintenant, on ne trouve plus le sac. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, initié par la CEDEAO, met aussi l'accent sur la production animale et halieutique. Dans ce centre, SIDAP, spécialisé dans la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole, nous découvrons les traces du programme. Pour parler du projet PPAO, il faut parler du ministère de l'Agriculture. Donc c'est le ministère d'ancrage, avec lequel nous avons été en partenariat. Et c'est le partenariat d'abord appui-conseil et enrôlement dans d'autres activités, notamment de production de semences certifiées, de conservation des semences locales. Et quand le projet PPAO est arrivé au niveau national, donc, nous avons aussi soumissionné. Et ça, c'était dans la sous-composante recherche. Et c'est dans cette thématique que nous avons aussi bénéficié des appuis PPAO au niveau de la réalisation des bacs, au niveau donc de l'achat des intrants, au niveau du poisson et du matériel, des petits équipements. Et les bénéficiaires directs, des jeunes qui, après formation, peuvent facilement exercer leur boulot. Et les résultats sont expressifs. Le PPAO Togo est l'un des modèles d'investissement innovants qui a touché les différents compartiments du secteur agricole. Les rideaux sont tombés mercredi sur les travaux du camp du futur dans la région des Savanes. 20 000 entrepreneurs agricoles devront être formés à l'issue de ce camp sur toute l'étendue du territoire national dans la production des plans d'affaires, ce qui leur permettra de bénéficier plus facilement des mécanismes de financement agricole. Et dans la région des Savanes, ils sont plus de 1500 à recevoir cette formation. Ils ont présenté leur plan justement d'affaires à la cérémonie de clôture du camp. Le compte rendu de la cérémonie avec Chazna Baga. Journée du camp du futur dans la région des Savanes, les travaux sont essentiellement consacrés à la présentation des plans d'affaires. Au total, 1650 documents sont évalués avec à la clé une facilité de financement des mécanismes mis en place par le gouvernement. Avec l'accompagnement des institutions financières comme le MIFA, le PNPR, le FAEJ-SP, le gouvernement va booster ces idées entrepreneuriales afin que l'agriculture togolaise que nous voulons moderne soit une réalité. Sur 1650 entrepreneurs formés, nous espérons que d'ici 1 an, environ 1000 entrepreneurs vont émerger et ça va porter l'agriculture de la région des Savanes et partant l'agriculture togolaise à un niveau satisfaisant. Ces documents sont élaborés au cours de 10 jours de formation qui ont porté également sur le montage de projets, la recherche de financement et l'étude de marché. Un accent est mis sur les produits bio, filière dans laquelle le Togo veut consolider sa position pour être une référence sur le plan international. Les produits bio sont une spécificité du Togo. Et si on arrive à transformer ces produits et à les emballer de manière à satisfaire la consommation locale, je crois que l'objectif et la vision du président de la République seraient atteints. C'est l'occasion pour nous de dire merci au gouvernement pour cette initiative que nous souhaitons être répétée. La démarche du gouvernement en initiant ces camps du futur avec l'ambition ferme de faire de l'agriculture togolaise un filon d'or en changeant de paradigme, passer d'une agriculture de subsistance
tendance à une agriculture orientée business est très appréciée ici et déjà des idées foisonnent chez ses producteurs. À partir de cette formation, nous avons l'œil ouvert sur beaucoup de choses que nous comptons entreprendre, comme la transformation des soja en lait, la transformation de mil en farine qui peut servir de la bonne bouillie pour nos enfants. Et nous sommes vraiment très ravis de la formation. Nous allons à notre tour être comme des soldats qui vont aussi combattre la pauvreté dans nos milieux et aussi être des autonomes, des entrepreneurs prêts à former les autres aussi pour le bien de la société. Le Camp du Futur est un modèle de promotion entrepreneuriale de masse qui a déjà fait ses preuves l'année dernière lors d'une phase pilote qui s'est déroulée à Kpélé. Cette année, il est mis à l'échelle nationale avec l'espoir de faire plus et mieux afin de booster véritablement le secteur agricole au Togo. La 3e édition de détection de jeunes talents graines du Togo est dans sa phase régionale. Une séance de sélection s'est déroulée samedi dernier à Dapaon pour le compte de la région des Savanes. 280 jeunes filles comme garçons issus des 7 préfectures de la région ont été soumis au test. Les meilleurs sont retenus pour la phase nationale. Les grains du Togo, c'est l'initiative du sélectionneur des éperviers Claude Leroy pour préparer une pépinière pour l'élite nationale de football. Tchazinambaga. Ils sont 280 jeunes filles et garçons issus des 7 préfectures de la région des Savanes à s'inscrire pour cette phase régionale de la 3e édition de détection des talents graines du Togo. Le test en lui-même est constitué de 4 épreuves. La course navette pour éprouver la vivacité et le physique des candidats, la jonglerie avec ballon et le slalom ou parcours pour évaluer leur technique. Le fond de jeu de chaque jeune est aussi apprécié et noté. L'idée ici est de constituer un vivier de talent. C'est d'abord recenser les jeunes footballeurs à travers tout le pays. Ça limite le fait que les enfants, après un âge donné, commencent par changer les actes de naissance, parce qu'il arrive souvent dans le football togolais, les gens, à partir d'une étape, essaient de diminuer leur âge pour jouer en catégorie inférieure. Les enfants étant tous fichés, on pourra savoir si celui-ci a passé à Grain du Togo, voilà l'âge qu'il a, ceci. Ça permet aussi de savoir quels sont les talents qu'on a dans la région et on essaie de les suivre. Pour bénéficier de ce suivi, il faut d'abord passer avec succès les différents exercices. Seuls les meilleurs avec un très bon niveau sont retenus pour la phase nationale, avec à la clé la chance d'intégrer l'élite nationale de football dans ces différentes catégories. Rien que pour l'année passée, après la phase nationale, on a pu aligner 13 jeunes filles dans l'équipe nationale U20. 2 sont arrivés dans l'équipe A, sans participer aux compétitions officielles de la fédération. Au niveau des jeunes garçons, on a 5 U16 qui ont été retenus dans l'équipe U17. Nous arrivons à la phase nationale à former une équipe nationale PPN Grain du Togo. Donc on a 3 équipes, une équipe féminine et 2 équipes masculines. Donc l'année passée, l'équipe féminine a joué contre le Centre Swallows de Lomé. Par contre, les 2 équipes de garçons, on a pu faire 2 matchs à Lomé et 2 au centre de Wafa au Ghana, où nos enfants se sont mesurés vraiment au talent de la zone pour avoir une idée du niveau de nos enfants. L'âge des candidats est compris entre 15 et 18 ans pour les filles, puis entre 13 et 16 ans pour les garçons. Les Grains du Togo est une initiative du sélectionneur des éperviers Claude Leroy qui veut constituer une pépinière pour l'équipe nationale. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.